bienvenue à ce journal dès 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. Les sangs continuent d'écouler dans le Grand Kivu. 73 cas d'assassinats et des exécutions sommaires sont signalés dans la période allant du 17 mars au 27 mars, soit 10 jours seulement. Durant cette même période, plusieurs cas de viols, de pillages, tortures corporelles sont aussi enregistrés. Pas seulement, mais aussi des recrutements forcés des jeunes et enfants au sein des groupes terroristes M23. Des chiffres contenus dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur. On en parle au début de ce journal. Également au sommaire, une dizaine de personnes décorées de médailles de mérite des ordres nationaux, des médailles de mérite maternelles, conjugales, civiques et agricoles ont été octroyées aux diverses catégories socio-professionnelles par la chancellerie des ordres nationaux. Parmi les décorés du jour, le pasteur Kabundi Walesa. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous le rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, les sangs continuent d'écouler dans le Grand Kivu. 73 cas d'assassinats et des exécutions sommaires sont enregistrés dans la période allant du 17 mars au 27 mars, soit 10 jours seulement. Durant cette même période, plusieurs cas de viols, pillages, tortures corporelles sont aussi enregistrés. Pas seulement, mais aussi des recrutements forcés des jeunes et enfants au sein du groupe terroriste M23, des chiffres contenus dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur. Regardez. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informent l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs persistent dans les actes de violation de l'intégrité du territoire national, des assassinats, des tortures, viols, pillages, dont les plus récents sont actes d'épuration ethnique avec installation des centaines de familles rwandaises dans les zones sous occupation, précisément dans les chefferies de Baoundé et Bachali, en territoire de Massissi, les chefferies de Bouicha et Bouito en territoire de Rutshuru et dans la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Ces plans criminels est suivi par une occupation illégale des terres des autochtones. 73 cas d'assassinats et exécutions sommaires, 112 cas de torture corporelle et plusieurs disparus, ainsi que des cas de viol et recrutement forcé des jeunes, parmi eux les enfants, dans la période allant du 17 au 27 mars 2025. Poursuite de la mise en place d'une administration parallèle dont la célébration de mariage, nomination des animateurs dans des entités territoriales, la création d'une CADECO parallèle et nomination des animateurs. Et aussi renforcement de militaires rwandais sur les axes Massissi et Walikale, au nord Kivu et Bukavu, Nyangezi, les hauts plateaux des Fizi dans le sud Kivu. La spoliation des immeubles et patrimoine de l'État. Ces faits, cités si haut, qui s'ajoutent à plusieurs autres, constitue une violation flagrante des instruments internationaux comme la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et la résolution 2773/2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue à documenter ces graves violations perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC afin que la justice soit faite. Fait à Kinshasa le 29 mars 2025, communiqué signé Chabani Luko Biango Jacques Men. La série noire des crimes, assassinats et vols à main armée se multiplie dans la commune de Mongafula. Des faits qui ont amené les bourgmestres de convoquer en urgence une réunion de sécurité élargie. Autour de lui, tous les chefs des quartiers et des rues. De nouvelles mesures ont été prises pour mettre fin à ces crimes. C'est un reportage de Pascal Chissot rendu par Chinedondo. C'est après l'enregistrement de plusieurs cas de crimes et vols à main armée dans la commune de Mongafula qu'une réunion sécuritaire élargie a été convoquée par le bourgmestre de cette municipalité. Au cours de cette rencontre, qui réunit plusieurs personnalités responsables de services de sécurité, le chef de quartier, le chef de groupement, ainsi que le représentant de la structure des motocyclistes, quelques pistes de solutions et recommandations ont été retenues, selon Séverin Lumbo Malamba, bourgmestre de Mongafula, qui invite chaque service à multiplier les efforts pour répondre efficacement à ses responsabilités. Après cet entretien, qui a duré plus de 2 heures, le secrétaire du Conseil de sécurité a fait le point sur le procès verbal de cette réunion. Sur le plan sécuritaire,
la plupart des chefs de quartier, le chef de groupement et commandant SIAT, le chef de groupement sont revenus sur le vol de motos dans leur juridiction, le cas des morts des indigents, le cas de Koulouna qui sème l'insécurité et la libération de certains d'entre eux 1 ou 2 jours après. La collaboration entre certains chefs de quartier et certains faux chefs coutumiers. L'immixtion de l'auditorat dans les affaires civiles, les problèmes de morcellement. Johannesburg, capitale politique de l'Afrique du Sud, a accueilli du 25 au 27 mars dernier la 5e édition du Forum international des journalistes africains sur la dette publique et la désinformation numérique. Objectif, renforcer les capacités de ces professionnels de médias venus des 31 pays africains sur les questions liées à la dette publique. Renette Koulonga nous explique. Comprendre pour mieux expliquer à Johannesburg, des journalistes venus de 31 pays africains se forment pour décrypter la crise de la dette et mieux informer le public sur ces enjeux. Dès l'ouverture des travaux, Jason Rosario, directeur exécutif du Forum et réseau africain sur la dette et le développement, plante le décor. Plus de la moitié des pays africains sont en détresse ou à haut risque d'endettement. Pendant ces temps, les ressources publiques servent davantage à rembourser la dette qu'à financer les services essentiels. Comment rendre ces sujets accessibles au grand public? Quels outils pour enquêter et analyser? Autant de questions au cœur de cette formation. Parmi les thèmes abordés, la mobilisation des ressources internes, l'impact des dettes illégitimes sur les populations et l'urgence d'une réforme de l'architecture financière mondiale. À travers débats et exercices pratiques, Afrodad veut faire des journalistes des acteurs du changement. Sensibiliser, enquêter, dénoncer. Leur mission, porter la voix de l'Afrique dans les discussions sur la finance mondiale. Une formation essentielle pour renforcer le rôle des médias dans la lutte contre la dette, insoutenable et promouvoir une Afrique économiquement souveraine. Le Forum et réseau africain sur la dette et le développement, une structure panafricaine qui œuvre pour la justice économique en Afrique. Ouverture qui marque le début d'un nouveau chapitre pour une Afrique décidée à reprendre le contrôle de son destin économique. Traçage des frontières entre la RDC et le Soudan du Sud, bientôt une réalité. Le représentant de ces deux pays réunis à Kinshasa vient d'adopter un budget et le chronogramme des travaux à réaliser sur le terrain. C'était au terme d'un atelier de 2 jours qui a mis autour d'une table le représentant de ces deux pays. Boubou Anan Mokondi. Après 2 jours d'intenses travaux, la délégation du Soudan du Sud et celle de la République démocratique du Congo ont enfin tablé sur les moyens pouvant conduire vers la concrétisation de la volonté des 2 gouvernements relatifs au projet de démarcation des frontières qui séparent ces 2 pays. 2 temps forts ont marqué cette dernière journée. D'abord l'exposé des représentants du Soudan du Sud qui relève l'impact socio-économique de la matérialisation de ces projets de traçage de frontières. La commission technique mixte a convenu ce qui suit. Mobiliser les ressources nécessaires par les 2 gouvernements, soumettre le budget de démarcation et le programme de sensibilisation au programme frontière de l'Union africaine. Tenir la 4e session de la commission technique mixte à Djouba en vue de procéder au lancement des travaux de sensibilisation et de reconnaissance. Célestin Guiandila, secrétaire permanent de la commission permanente des frontières et chef de délégation de la RDC, a salué à son tour la ferme volonté des chefs d'État de ces 2 pays visant à favoriser la cohabitation pacifique entre les 2 peuples. Je réitère ma demande aux 2 gouvernements respectifs, celle de débloquer les moyens substantiels en vue de respecter le chronogramme arrêté en bilatéral. La commission technique mixte mise en place est chargée notamment d'évaluer un budget adéquat à allouer à ces projets de démarcation des frontières qui sera soumis aux 2 gouvernements respectifs pour approbation et éventuelle mise en exécution dans le but du lancement effectif du projet.
Les chefs des confessions religieuses à la recherche de la paix et la réconciliation en RDC. Ces chefs d'église regroupés au sein de la CIME ont rencontré hier l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses acolytes. Pendant plus d'une heure, ils ont présenté leur projet ambitieux visant la cohésion nationale. Rodépanda nous explique. Cette rencontre des chefs de confession religieuse avec l'ancien Premier ministre et président du parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le Développement LGD, Matata Ponyo Mapon, s'inscrit dans le cadre du projet lancé dernièrement à Kinshasa dénommé Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en RDC, pilotée par la Commission d'intégrité et médiation électorale CIME. Elle poursuit un objectif, celui de contribuer au retour d'une paix durable et la consolidation de la cohésion nationale à travers une dynamique interne en cette période de crise sécuritaire dans l'est de la RDC causée par l'agression rwandaise. Pour cette première étape, les pères spirituels ont eu à échanger avec Matata Ponyo, entouré de ces quelques hauts cadres de son parti politique autour de leur initiative. Ils sont porteurs d'un projet, d'une initiative qui se propose de travailler sur le volet de l'édification de la réconciliation nationale également. C'est une initiative dense que nous nous sommes promus de mûrir et sur laquelle nous avons convenu de nous rencontrer encore pour l'approfondir et pour convenir des choses concrètes qui devront être faites à l'avenir. Au bout de plus d'une heure des échanges avec leur interlocuteur, l'ancien Premier ministre, les pères spirituels. Nous avons trouvé une oreille attentive. Tous, nous sommes en train de réfléchir la paix. La plateforme des confessions religieuses, nous prions pour la paix, pour que la guerre cesse et que les territoires occupés soient libérés. Les deux partis ont émis le vœu de se revoir prochainement afin d'apporter encore plus d'édification à cette démarche. La ville de Kolwezi, dans le Lualaba, change petit à petit de visage. Plusieurs chantiers de construction des routes et des bâtiments modernes touchent déjà à leur fin. En séjour dans cette partie du pays, l'inspecteur général des finances et la ministre de la jeunesse étaient sur le terrain. Ils ont fait la ronde de tous ces chantiers. Cédric Enina et Siandemaka nous en parlaient. Kolwezi, une ville qui se métamorphose à une vitesse vertigineuse. Les bâtiments administratifs de la régie provinciale de recettes, bijoux dont les travaux ont atteint 95%. Le boulevard Lumumba à la jonction avec la place de l'Indépendance. Route construite dans les règles de l'art. L'hôpital de Mouangiji, des bâtiments modernes sortis des terres. Ici, les travaux ont atteint 75%. De quoi recevoir les encouragements de l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete. Tout ce que nous pouvons dire, nous encourageons l'autorité provinciale, plus particulièrement les gouverneurs de la province de Lualaba et toute son équipe, à aller toujours de l'avant. C'est un travail de qualité, un travail de développement. Dans le lot, l'université de Kolwezi et la clinique universitaire, les sièges de la CENI, l'échangeur de Kolwezi, des ouvrages construits tenant compte du rapport qualité-prix. Pour les bâtiments administratifs, nous avions constaté qu'aucun bâtiment n'a été construit à un coût au mètre carré au-delà de $1,100. Donc la moyenne, on est autour de $1,000 au mètre carré, de $900 au mètre carré, avec le même matériel que nous avons à Kinshasa. Donc c'est vraiment à féliciter. On sent qu'il n'y a pas de surfacturation dans ce qui s'est fait. Et les routes que nous avions visitées, nous nous sommes entretenus avec les entrepreneurs. Nous sommes dans une moyenne de 900 $1,000 à $1 million par kilomètre construit. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Le Lualaba, un exemple de la gestion orthodoxe de la chose publique. Un mode de gestion implémenté par la gouverneure Fifi Masuka Saini, calqué sur une vision, celle d'un homme d'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, ces chiffres, $525 000, c'est le montant alloué pour la construction des résidences officielles du maire et de son adjoint à Butembo dans le Nord Kivu. Les travaux de construction de toutes ces infrastructures ont été lancés par le représentant du gouverneur de la ville.
La cérémonie de la pose de la première pierre des bâtiments qui vont abriter les résidences du maire titulaire, du maire adjoint et de la maison de passage a réuni plusieurs personnalités étatiques, ecclésiastiques et coutumières. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Noah Baïkité Roger, a signifié que le projet sera financé par les différentes taxes des contribuables. L'autorité urbaine a profité de cette occasion pour sensibiliser ses administrés à la culture fiscale dans le cadre de soutenir les institutions légalement établies. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'exhorte la dynamique population de la ville de Butembo à s'approprier ce projet dont nous lançons les travaux ce jour de la même manière qu'elle a fait pour la construction du joli bâtiment administratif de la mairie qui fait la fierté de toute la République. Ces travaux de construction de ces 3 bâtiments amorcés seront de 2 niveaux chacun et coûteront 526 392,127 $ américains, a fait attendre l'ingénieur Mwindo Kamua Roger, maître d'ouvrage. La maison du maire titulaire qui est similaire à la maison du maire adjoint. C'est le délégué du gouverneur de province, M. Eric Kissa Kalobera, qui a procédé à la pose de la première pierre sous les applaudissements de l'assistance. Une dizaine de personnes décorées de médailles de mérite des ordres nationaux, de médailles de mérite maternelles, conjugales, civiques et agricoles ont été octroyées aux diverses catégories socio-professionnelles par la chancellerie des ordres nationaux. Parmi les décorés du jour, le pasteur Kabundi Oualessa. D'autres précisions avec Boubou Samba. C'est un jour d'allégresse pour les lauréats du jour. Vraiment, je ne sais pas comment louer le Seigneur, puisqu'il a permis quand même à ce que la nation congolaise nous gratifie la reconnaissance de tout ce que nous avons fait pour le pays. Je suis pasteur et j'ai travaillé pour la nation en prêchant l'évangile. Je suis très content parce que je suis honoré par la nation. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Mes frères de l'Est, vous le savez, je suis le ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Vous avez notre soutien spirituel. Le vœu que je formule à tout le peuple congolais est qu'ils doivent tenir fort le flambeau de l'excellence. Des propos recueillis à l'issue d'un événement étincelant. Familles et proches des récipiendaires ont jubilé le mérite des bénéficiaires de la récompense de la nation. La cérémonie de ce jour a été caractérisée également par la lecture de différentes décisions octroyant de médailles aux lauréats. L'on retiendra aussi les discours sacramentels prononcés par le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matouté Zouloua. Enfin, la décoration proprement dite, et ce, au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des médailles du mérite maternel, conjugal, civique et agricole ont constitué la moisson du jour. La clôture du mois de mars au ministère de l'Intérieur a été marquée par des échanges et des réflexions sur l'apport de la femme pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Cérémonie présidée par la vice-ministre de l'Intérieur, Bobo Anan Mokonti. Cette cérémonie qui s'est également voulu un cadre de partage d'expérience a permis à la commissaire divisionnaire et présidente du réseau des femmes de la police nationale congolaise, Virginie Amatou, à entretenir l'assistance sur le rôle qu'elle doit jouer dans la sécurité nationale selon la résolution 1325 des Nations Unies. Cette femme officier supérieure a insisté sur la participation de la femme congolaise dans la guerre médiatique et la désinformation pendant cette période de guerre. Cette résolution veut que la femme soit au centre de la sécurité, qu'elle soit bénéficiaire de la sécurité, mais elle-même aussi doit être actrice de la sécurité. Dans un contexte où la République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression avec l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans quelques localités et villes, dans sa partie est, Eugénie Tshelaeu, vice-ministre de l'Intérieur, appelle la femme congolaise à jouer son rôle participatif dans la lutte contre l'insécurité avec la mise en œuvre de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité qui impliquent la participation dans la gestion de la sécurité. Je vous invite donc à être des pionnières dans cette nouvelle approche axée sur la gouvernance
sécuritaire de proximité par la sécurité est désormais l'affaire de tous. Les femmes du ministère de l'Intérieur et Sécurité sont appelées à unir les efforts pour l'amélioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Agression rwandaise dans l'est de la RDC, les écoliers aussi viennent de lever les tons pour condamner à travers des chants et poèmes. Ceux de l'école Marcelin Mobateli ont dénoncé le méfait de cette guerre. C'était au cours de la 3e journée des portes ouvertes des sensibilisations sur le patriotisme et la paix. C'est un reportage d'Eric Nzousi. L'hymne national exécuté par la fanfare des forces armées de la RDC. Toute la solennité assortie de la journée porte ouverte des sensibilisations samedi des élèves sur le patriotisme et la citoyenneté face à la guerre d'agression, privant ainsi les enfants des territoires occupés de leurs droits à l'éducation et à la scolarité. Pourtant, l'éducation est une arme la plus puissante que toutes les autres, a déclamé le président des élèves dans son poème. J'accuse ceux qui font la guerre car ils laissent des traces indélébiles. J'accuse ceux qui alimentent des guerres car ils sèment la haine, détruisent des pays de nos aïeux. L'initiative est des responsables du complexe scolaire Marcelin Mobateli, à travers les frères maristes des écoles Ngaliema, ayant pris à bras-le-corps la campagne congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Souminois. Nous répondons à l'appel pour que nos élèves puissent avoir en eux le sens du patriotisme et l'amour de la nation. Les autorités municipales d'Ngaliema représentées, les invités venus des différents horizons et les parents d'élèves ont passé un week-end riche, à marge des exposés, des poésies rythmées au thème avec la participation des étudiants de l'Université pédagogique nationale. C'était avant la présentation des produits chimiques et biologiques ainsi que d'autres projets entrepreneuriaux, fruits de cet établissement, ponctués d'explications laconiques des encadreurs. Enfin, s'en est suivi l'exhibition de la gymnastique rythmique, un défilé imposant. Des élèves, des groupes de compétiteurs, des enseignants, encadreurs et parents d'élèves. C'est pour marquer d'un cachet spécial cette journée. Quel est le rôle de la femme au sein de l'administration publique? Tous les exposés présentés lors de la clôture du mois de la femme à la chancellerie des ordres nationaux ont tourné autour de ces thèmes. Les personnels féminins de cette chancellerie ont été motivés à avoir des ambitions pour arracher des postes de décision. Bobo Samba pour le reportage. La femme congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est le thème choisi pour cette journée d'échange entre les femmes de la chancellerie des ordres nationaux. L'assistance a eu droit à différents exposés axés pour la plupart sur le rôle et la place de la femme dans l'administration publique. Pour ces femmes, le droit de femme au travail progresse, mais des obstacles demeurent encore nombreux. Voilà pourquoi il faut continuer le combat de l'égalité de genre. Elles militent cependant pour la promotion de la femme dans le poste de décision. Ces assises ont permis à l'adjointe féminine de la chancellerie des ordres nationaux de révéler ses ambitions et de faire des propositions en vue de faire de l'égalité des sexes une réalité au sein de l'administration publique. Nous avons organisé ce cadre pour sensibiliser les femmes de la chancellerie des ordres nationaux, pour les motiver à avoir des ambitions, pour voir trop loin, afin de lutter contre la discrimination faite à la femme. Cette rencontre a été sanctionnée par un plaidoyer en faveur des droits de la femme. Clôture mois de la femme, on en parlait encore cette fois-ci à l'Institut national de bâtiments et des travaux publics INBTP, où une conférence axée sur le thème « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions » a été organisée. Joséphine Lyoto. La femme congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est le thème développé au cours d'une conférence qui s'est tenue à l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP.
Au même titre que leurs collègues hommes, les femmes ont été exhortées à saisir l'opportunité qui s'offre dans le monde professionnel et sur le plan scientifique, car les connaissances n'ont pas de sexe. Je pense qu'il est très important de pouvoir mettre en exergue la femme dans le milieu universitaire, parce que non seulement elle s'est caractérisée par sa capacité à éduquer l'enfant, je pense qu'elle a aussi quelque chose à apporter dans le milieu universitaire. Bénéficiaire de cette revendication sur l'égalité des chances et la parité, José Toupinga est nommé administrateur du budget au sein de cet établissement public, exprime sa fierté avec un message de compassion à la femme résiliente dans l'Est en proie des atrocités de l'agression rwandaise. Au sein de l'UNBTP, je suis la première à être nommée au niveau du comité de gestion comme administrateur du budget. Pour moi, c'est vraiment des avancées positives aux revendications des femmes. Mais c'est moi le fait-on avec larmes aux yeux parce que nos compatriotes, surtout les femmes en particulier, et les filles, sont violentées et tout ça, qui ne se découragent pas parce qu'on est sûr que cette guerre va terminer. Pour offrir une ambiance de gaieté et de détente à toutes ces femmes de l'INBTP, l'activité sportive Nzango était au rendez-vous. La jeunesse congolaise appelée à monter des stratégies pour entreprendre et contourner les obstacles économiques pour faire face à l'agression rwandaise. L'appel est d'une structure citoyenne, comme nous dit Rodépanda. La guerre d'agression que mène le Rwanda en RDC, avec ses supplétifs terroristes du 1-23 AFC, est essentiellement économique. Le multinational, avec la complicité des impérialistes, ils viennent piller les richesses de la RDC pour perpétuer leurs affaires et mettre à genoux l'industrie congolaise, les petites et moyennes entreprises, sinon tuer toute l'économie de la RDC. Face à cette situation désastreuse, la jeunesse congolaise devrait prendre conscience et se lancer dans la recherche des stratégies pour contourner et contenir cet obstacle de la guerre. Consciente de cette évidence, les cris de la jeunesse ASBEL, une structure qui a pour vocation l'encadrement de l'entrepreneuriat, a sensibilisé les jeunes à travers la conférence débat autour du thème « Entrepreneuriat dans un pays agressé ». Chacun dans son domaine, les jeunes Congolais peuvent faire quelque chose pour inverser la tendance et développer les pays, à marteler les conférenciers du jour. Lorsque la jeunesse se met ensemble, les choses peuvent bouger. Et ce n'est pas n'importe quelle jeunesse, c'est une jeunesse qui entreprend. Nous avons le problème à l'est du pays et les enjeux, ce sont les minerais et les richesses qu'il y a là-bas. Admettons que nous avons 200 jeunes qui chacun mettent des fonds ensemble et ils constituent une société avec Elon Musk par exemple, et que ce partenariat fait en sorte que Elon Musk se rend compte que j'ai des partenaires congolais qui ont investi dans la société avec moi. Ensemble, on peut exploiter directement au niveau du Congo sans que nous puissions passer auprès des resellers, ceux qui volent les minerais. Donc c'est pour dire que l'impact de l'économie et d'une jeunesse qui est consciente peut bouleverser les choses. Même en temps de guerre, oui, c'est possible d'entreprendre et maintenir l'équilibre. Des femmes influentes étaient en l'honneur lors de la deuxième édition des TEDxKin Women. Elles ont partagé leur parcours et expérience professionnelle avec les plus jeunes. Parmi les oratrices de la journée, la directrice générale adjointe de Vodacom Congo, qui, elle, a parlé du mentorat dans la formation de la jeunesse et la promotion du leadership féminin. Yulan Voka nous en parle. Ces femmes réunies au centre culturel de Kinshasa sont toutes visionnaires et engagées à partager leur parcours pour engager l'audace, l'innovation et surtout le leadership féminin. L'édition 2025 de TEDx Kinshasa, placée sous le thème « Quand les femmes inspirent et en parlent », a été marquée par un engagement fort pour le leadership féminin et le mentorat. Parmi les principales oratrices, Madame Pamela Ilunga, directrice générale adjointe de Vodacom Congo, a livré une allocution émouvante et inspirante axée sur 3 verbes, oser, innover et inspirer. Elle a notamment insisté sur le rôle fondamental du mentorat dans la formation de la jeunesse et la promotion du leadership féminin. Il faut oser, il faut continuer, il
Il ne faut pas s'arrêter sur ce qu'on ne peut pas faire, mais plutôt se concentrer sur ce qu'on peut faire, de bien s'entourer, d'avoir des alliés qui peuvent vous emmener au next level, comme on dit en anglais. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut savoir ce qu'il faut faire pour y arriver. Il faut toujours foncer. Et dire non, c'est une façon de s'affirmer et de s'imposer. Et je pense que c'est très important pour les jeunes filles de comprendre ça. Non est une phrase complète. Le soutien à cet événement à travers un sponsoring se justifie par la conviction de Vodacom Congo de considérer que l'impact du mentorat ne réside pas uniquement dans la transmission du savoir-faire, mais dans l'inspiration que cela suscite pour les femmes à prendre le règne du changement. On revient encore sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC avant de nous séparer. Un haut cadre de l'UNC, Patrick Kawara, appelle à une mobilisation générale de tous les Congolais pour faire face à cette agression rwandaise. Regardez. Rien n'est plus important pour un pays que de vivre en paix sur toute son étendue. C'est en s'appuyant sur ces points de vue que Patrick Kawara, conseiller honoraire du chef de l'État et haut cadre de l'UNC, réagit au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC suite à la guerre d'agression du Rwanda et ses supplétifs de rebelles du M23 AFC. Épris de patriotisme, Patrick Kawara condamne cette agression tout en lançant un message de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la population du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri et aux forces armées de la RDC qui se battent au péril de leur vie pour le retour de la paix. Il estime que c'est important de redonner un nouveau souffle à l'armée congolaise. Il a cependant invité la jeunesse, particulièrement celle de sa base électorale dans le district de la Lukunga, à s'enrôler massivement au sein de l'armée. Nous devons rester tous ensemble, soudés, tous unis, la main dans la main. Notre chef de l'État est déterminé à libérer la quasi-totalité de nos territoires occupés par l'agresseur rwandais. L'UNC, à travers son autorité morale, l'honorable Vital Kamerhe, multiplie plusieurs fonds diplomatiques conformément à la vision du chef de l'État pour objectif d'amener la paix dans la partie est de notre pays. Patrick Kawara accorde toutefois son soutien à tout processus qui permettra le retour de la paix en RDC. Insiste-t-il que cela doit se faire sans qu'un millimètre de son territoire ne soit cédé. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Anno Mouti, Emile Zola, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Mais en attendant, nous vous laissons entre les bonnes mains de Yves Sikila et Bénédicte Mabunda pour l'émission Les Paniers. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.